Arrêtez. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit, au bon moment, pendant le 20h sur France 3 Corse Vie à Stella, évidemment. Ces dernières semaines, dans la presse italienne et sur les réseaux sociaux, le président du Conseil des ministres, Matteo Renzi, a créé l'événement. Son gouvernement a débloqué 290 millions d'euros pour proposer un pass culturel d'un montant de 500 euros à plus de 500 000 Italiens de 18 ans. Oui, je sais, ça fait beaucoup de chiffres. Matteo Renzi a déclaré que pour chaque euro investi dans la sécurité, il doit y avoir un euro investi dans la culture. L'objectif du Conseil italien est de combattre Daesh et l'obscurantisme par la démocratisation de la culture, de quoi donner quelques idées aux faucons du ministère de la Défense. Les titres de votre 20h. Réseaux sociaux, Big Data, plus belle la vie numérique, c'est notre débat du soir avec Marie-Jo Arrigue et Sébastien Pisane. Journaliste, écrivaine, son dernier roman est une ode à la Corse. Catherine Scapula est mon invitée. Bonsoir, chère Catherine. Bonsoir, enchantée. Très heureux de vous accueillir, je vous en prie, installez-vous dans le siège de pendant le 20h. Votre ouvrage, Catherine Scapula, Stabat Mater Dolorosa, est un roman aux éditions Écriture. C'est un livre qui épouse les incertitudes du temps, qui évoque une sorte de repli claniste également, d'une famille presque jusqu'à la déraison. Et il y a aussi cette question au fil d'Ariane de votre ouvrage, l'exil, voire même la double exil. Double exil, oui, absolument. L'exil à cause de l'île, bien sûr, et l'exil intérieur parce qu'ils sont tous enfermés dans un monde un peu statique, comme ça, stagnant. Et donc, on tourne en rond. Puis on est aussi vu par le clan, on ne peut pas jamais faire ce qu'on veut. Voilà. Pourquoi avoir choisi vraiment, Catherine Scapula, dans cet ouvrage, dans ce roman, de traiter de cette question-là, de la double exil? C'est à la fois intime, alors c'est très étrange, curieux, paradoxal à la lecture, c'est très intime et c'est aussi terriblement universel. C'est un peu pour ça que je l'ai fait, sûrement, parce que c'est une façon de rattraper, on part du particulier. La Corse, c'est facile, c'est un microcosme, c'est facile de regarder de près, mais l'exil, il existe chez chaque être. On est tous une île, comme je dis souvent, on est tous, voilà. Vous le dites et vous l'écrivez, hein. C'est aussi, enfin, les personnages, ça transcende les personnages. Oui, vous dites d'ailleurs, le double exil, c'est l'île d'abord, évidemment, et ensuite, plus personnel, cet exil intérieur. Il y a presque un totem et un tabou. C'est-à-dire ? Ah oui. C'est une formule freudienne, totem et tabou. Oui, la mer. Il y a de grandes pages tout le long d'ailleurs sur cette mer. Ben, la mer. Parlez-nous de cette mer. Ben, vous savez déjà, dans l'île et en Corse, la mer, c'est la chose la plus énorme qui soit. Hein. C'est la Sainte Vierge. C'est d'ailleurs à la fin, elle est comparée à la Sainte. C'est vrai, elle est comparée. Elle est comparée à la Sainte Vierge. Et c'est un personnage, et d'ailleurs, en Corse, on a énormément de personnages féminins qui sont des personnages très forts et qui dominent finalement. Même si on ne les voit pas, ils sont à la maison, mais ils sont là, et c'est eux qui régentent un petit peu les familles et qui disent, bon, ça se fait pas, etc. Avec un énorme ego assez puissant. Je dis la sphère de l'intime, qu'est-ce qu'il y a d'intime, de personnel chez les personnages ? Les personnages. Parce que, est-ce qu'au final, vous ne vous retrouvez pas, ou en tout cas, votre histoire ne se retrouve pas dans les personnages, dans les nombreux personnages du livre? Ce sont des personnages, enfin, je les réinvente, on invente toujours dans un roman. Réinventé, quand même. On les réinvente, mais ça part toujours d'une réalité, bien sûr, obligatoire. La vôtre. La mienne, celle de ma famille, celle des gens avec qui j'ai vécu, puis tout ce que j'ai vu en Corse. Oui, c'est ça en fait. C'est même, il y a une analyse fine, assez méticuleuse de la société corse. Et on a le sentiment qu'après ce livre, on doit passer à autre chose. C'est une société matriarcale, c'est une société claniste. Absolument. C'est vous l'écrivez, claniste, avec un vrai repli, parfois même identitaire, Catherine Scapula. Mais on a le sentiment à la fin du livre que vous nous dites, vous interpellez le lecteur et vous dites, allez, il est le temps de passer à autre chose. Ouvrez-vous sur la Méditerranée, ouvrez-vous sur le monde. On espère toujours ce renouveau, cette ouverture sur le monde, et puis ne plus avoir ce côté frileux.
avec le souci toujours du danger. L'autre, c'est danger tout de suite. L'enfer, c'est les autres. Voilà. Alors que peut-être l'enfer, c'est soi, hein, comme on sait. Vous écrivez. Ainsi, mise en couple réglée, notre mère, institutrice, avant son mariage, pouvait continuer sur sa lancée et son sentiment du bien et du mal pour nous en toute tranquillité. On nous inculquait les bonnes manières et nous planchions sur la vertu sous toutes ses formes. Il y a vraiment cette idée de la sociabilité par la mère, par le regard de la mère. Absolument, absolument. Et puis ce côté institutrice, vous savez, de Troisième République, à l'époque, où vraiment, c'était très important d'apprendre à lire, d'apprendre à écrire, etc., parce qu'on allait justement s'en sortir avec ça. On était pauvres, il fallait s'en sortir. Vous en sortir, vous songiez déjà, vous, peut-être pas le personnage du livre, mais vous, personnellement, à devenir journaliste ? Non, pas vraiment, non. Moi, j'ai fait plusieurs choses, d'ailleurs. J'ai été souvent relations publiques pour des groupes. Je me suis beaucoup occupée de culture, toujours. J'ai fait toutes sortes de choses, des événements, des choses très différentes à travers même certains pays, parce que j'ai travaillé pour l'Afrique, j'ai travaillé pour la France, j'ai vécu en Amérique, j'ai vécu dans beaucoup de pays. Et si je dis que votre ouvrage... Je dis Ode à la Corse, mais ça se ressent ainsi. Vous l'avez écrit avec cette idée-là, c'est ce qui a animé votre plume ? Je crois qu'à la fin, ce qui domine dans tout ça, c'est cet amour qu'ont tous les personnages et que nous avons tous de cette île magnifique, peut-être quelquefois maléfique, parce qu'elle est tellement belle qu'on se dit pourquoi aller ailleurs, on est tellement bien ici. Il y a toujours cette chose quand même qui nous persécute. Une sorte de Janus de visage, toujours. L'amour-haine, la violence, l'amour, enfin tout ça, l'amour et la mort, l'amour et la mort, exactement. Et autre chose qui est très intéressante dans l'ouvrage, c'est sous cette forme d'écriture-là, la vôtre, Catherine Scapula, c'est qu'on a le sentiment que les paysages corses, la terre, rejaillit pleinement sur le caractère des personnages, à la fois parfois froids, difficiles à appréhender, et dans le même temps accueillants, amoureux des autres. Parce que la Corse, elle est comme ça, elle est très très belle à voir, mais en même temps très austère et très aride. Il n'y a qu'à voir les villages, hein. Ça peut faire peur. Hein. Moi, j'habite un village où je peux vous dire que quelquefois, on me dit on étouffe, c'est impressionnant, c'est le fin fond du monde. On appelle ça le Japon, alors c'est pour vous dire. Donc, mais je ne savais pas d'ailleurs que c'était une... Je crois que la première fois qu'on m'a dit ça, j'ai ri, j'ai pas fait attention. Votre village, on va le... Rosaz. Et en fait, on dit le Japon, parce que c'était tellement loin, on a eu la route, quoi, il y a 20 ans. Elle était en terre. C'était un vrai voyage d'aller là-bas. Hein. C'était pas n'importe quoi. Et j'habite à côté de Moon, où il y avait un habitant. Un habitant, le village fantôme, exactement, oui, bien sûr. Donc c'est très austère, donc il y a toujours ce double visage. Ce double visage, il se ressent dans votre ouvrage, évidemment. Si je dis qu'il y a beaucoup de pudeur également dans votre écriture, est-ce que cela vous convient ? Oui. Ça me va, oui. Pourquoi je ne suis pas pour les choses qu'on montre trop, parce qu'on les tue. La singularité de la journaliste, aujourd'hui, est-ce qu'elle se retrouve également dans la romancière ? Non, pas du tout. Moi, je pense que c'est deux choses différentes. Il faut pas... Bon, on peut écrire des livres de journalistes et tout ça, mais lorsqu'on écrit un roman, il faut essayer justement que la chose particulière que vous décrivez devienne générale. Ça, c'est la réussite d'un roman, si on peut, si on y arrive. Oui, l'universalité du propos, c'est aussi cela. Catherine Scapula, Stabat Mater Dolorosa, c'est un roman aux éditions Écriture, et je le dis très sincèrement, c'est un ouvrage à clé. Il va vous donner plein de pistes de réflexion, y compris sur la société corse contemporaine. C'est écrit par notre invité, c'est fortement recommandé par toute la rédaction de Pendant le 20h, y compris Sébastien Pisane qui va nous rejoindre. Merci beaucoup, chère Catherine, et à bientôt. Merci Pendant à le 20h, peut-être pour un prochain ouvrage. Allez, la prochaine fois, sûrement. Merci. C'est le moment de la séquence décryptage d'Inès Moratti. Bonsoir. Chère Inès, comment vas-tu ? Très bien. Ça fait quelque temps que tu t'installes avec nous pour décrypter ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et ce soir, tu as décidé de nous parler d'un outil qui fait fureur. Cet outil s'appelle Instagram. C'est un outil au code bien défini qui a donc généré ses propres clichés.
Oh que oui, et parmi eux, on retrouve une tranche de vie quotidienne avec le contenu de son assiette capturée, un grand classique servi à toutes les sauces. Oui, et on a aussi la carte postale virtuelle, c'est un peu la version moderne de la soirée diapo du retour de vacances. En gros, je pense que tu as dû connaître ça. Oui, et Marie-Jo Harig aussi également, connaît ça régulièrement, le fait régulièrement. Bien sûr, j'ai pas été encore invitée. Voilà, tu le sauras, bientôt. Bon, on a aussi pas mal de photos d'animaux. Celles-ci, en plus, les photos d'animaux, elles font vraiment du buzz. Mais celles de chats, notamment, puisqu'on le sait, Internet a redonné son statut sacré aux félins. Mais surtout, en tête s'impose le selfie, ce petit autoportrait tiré à bout de bras avec un smartphone. Oui, alors ça, c'est parfait pour flatter les égos, évidemment. Justement, est-ce qu'avec cet autoportrait numérique, c'est le règne de l'ego ? C'est le règne de l'ego, oui. En fait, surtout lorsqu'il s'agit d'afficher son meilleur profil. Du coup, on se retrouve avec des figures imposées et une galerie de portraits un brin figé. Amstram Glam, il n'a plus qu'à piocher dans les filtres proposés pour retoucher le réel. Ouais, retoucher le réel. On n'use pas d'artifice. On n'hésite pas d'ailleurs à après le préciser avec l'aide du hashtag NoFilter. NoFilter. Oui, alors comme Kim Kardashian, selfie queen aux 81 millions d'abonnés, tu la connais très bien, ne fais pas semblant. Et donc elle a sorti un recueil de ses meilleurs clichés en toute modestie. C'est un ouvrage dont je ne manquerai pas de te communiquer les références si tu souhaites enrichir ta bibliothèque. Mais avec un grand plaisir, surtout si c'est un ouvrage de photos. Donc, ce sera avec plaisir. Il n'y a pas de texte. C'est très bien. C'est très bien, ça me va. En fait, allez, soyons plus sérieux. L'idée, c'est de mettre en scène la réalité par le prisme de son regard également. On fait écran à la réalité, en fait. Puisque s'il s'agit de s'exposer au regard des autres, autant afficher une existence numérique idéale, un alter ego en réalité augmentée. Oui, et une artiste d'ailleurs se joue ces codes. Oui, c'est en effet un trompe-l'œil qui n'a pas échappé à l'objectif de Bariton, une photographe thaïlandaise qui a pris le parti de sortir du cadre pour nous dévoiler la face cachée de ses photos téléphonées. C'est plutôt bien vu. Et toi, Inès, est-ce que tu es fan des selfies ? Bon, alors non, tu sais que non. En revanche, lorsque je croise une grande star, ça peut m'arriver. Là, je n'hésite pas à prendre un selfie. Je ne sais pas si tu vas pouvoir le voir. Donc voilà, en plus, c'est quelqu'un de très humble, de très accessible, qui prend toujours les transports en commun malgré son succès. Donc voilà. Voilà, je ne sais pas qui est cette personne. Je ne connais pas non plus. Merci beaucoup, bien joué. Merci beaucoup, ma chère Inès, pour ce focus sur le réseau social Instagram. Et à très vite pendant 20h. Justement, on va continuer à évoquer les réseaux sociaux, notamment se poser la question, est-ce que la vie est aujourd'hui plus belle avec le numérique ? C'est la question du soir et nous en débattons en compagnie de Marie-Jo Harig et de Sébastien Pisani. Bonsoir. Oui, ces photos. Le bus vous va si bien. Magnifique. On est des selfies malgré vous. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, à l'heure de l'instantanéité de l'information, les réseaux sociaux, la vie numérique est-elle plus belle ? Ubérisation de la société, disparition de la sphère privée. Le numérique dessine-t-il un nouvel avenir ? Marie-Jo, pour vous, la vie numérique est-elle plus belle ? Pour moi, elle est plus belle. Pour moi, elle est vraiment plus belle. Oui, vous savez, je fais partie quand même de ces générations qui ont connu l'avant et l'après. Oui, je sais, oui. Et c'est vrai que... Vous disiez Minitel, vous, non ? C'est ça, quasiment, oui, le Minitel, mais tout à fait, j'ai connu Minitel. Et et c'est vrai qu'on a ouvert des sphères qui sont quand même assez extraordinaires dans le numérique. On a ouvert la possibilité de travailler un peu de partout dans le monde. On a ouvert aussi cette quantité d'applications qui rendent quand même des milliards de services. Donc je trouve que la vie est facilitée, en tout cas par le numérique. Donc elle est plutôt plus belle pour moi. Vous vous doutez bien que je ne partage pas tout à fait ce point de vue-là. Vu notamment votre présence, cher Sébastien. Vous en moquez, je partage. La chronique d'Inès était assez intéressante, moi, je trouve. Tous ces petits chats, c'est Audrey Tordel qui nous parle, vous savez, les vacances de Martine à la plage. J'aime bien, on retrouve ça. Non, bien sûr, c'est sympathique, mais quel est véritablement l'intérêt de tout ça, in fine, si ce n'est, donner des nouvelles à un petit cercle étroit de connaissances. Pour moi, vous voyez...
on peut trouver ça mieux si on aime bien monter dans une voiture qui roule beaucoup plus vite, beaucoup plus puissante que celle à laquelle on est habitué, mais on a juste oublié de mettre une ceinture de sécurité et des airbags. Ce que je veux dire par là, c'est que ça va très très vite. C'est une évolution de fond et je ne suis pas sûr, contrairement à ce qui a pu se passer sur d'autres types d'évolutions technologiques qui sont mises en place au fur et à mesure, là ça va très très vite et ça touche toutes les tranches de la société. Pour moi, il y a de vraies dérives et je pense qu'on va avoir l'occasion d'en parler. Alors Sébastien, vous dites évolution, mais est-ce que, pour aller plus loin, est-ce que c'est pas une révolution quand même dans nos habitudes au quotidien, l'usage du numérique ? Ah, moi, ça a changé, oui, vraiment, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Oui, vous, je sais. Mais je suis sûr que vous continuez à utiliser le bon vieux dictionnaire, malgré ce que vous dites. C'est vrai, j'utilise toujours des dictionnaires. J'adore le papier, de toute façon, tout le monde le sait, et donc j'utilise aussi des dictionnaires. Mais c'est vrai que ça a quand même vraiment fait changer les choses. Regardez, quand on était complètement perdu, par exemple, à Paris, et qu'il n'y avait pas un seul taxi, parce que ça existait quand même à la période où il n'y avait pas du tout de taxi, qu'est-ce que vous faisiez pour rentrer ? Il n'y avait plus de bus, il n'y avait plus de taxi. Maintenant, vous avez des applications qui vous donnent, qui vous trouvent un taxi. L'exemple absolu alors de l'hypercapitalisme qui se met en place, parce qu'il y a aussi des logiques économiques puissantes derrière tout ça. Alors bien sûr, Uber, non mais bien sûr, bon, je veux pas non plus être caricatural, ça peut avoir un intérêt. Mais enfin derrière, qu'est-ce qu'il y a ? On l'a bien vu à travers toute cette crise des taxis. Il y a aussi un droit du travail qui est peut-être foulé aux pieds, qui devrait peut-être évoluer, mais qu'en tout cas qui est foulé aux pieds à l'heure actuelle. Des sociétés qui payent pas forcément leurs impôts là où elles sont implantées. Enfin, moi sincèrement, c'est pas forcément un monde qui me convient si bien que ça. C'est pas lié Uber, pas seulement, mais on a quand même une aérienne qui ne payait pas non plus leurs impôts. C'est exact. Mais enfin, on a une tendance de fond quand même qui se met en place. Non, sincèrement, je ne vois pas trop ce que ça apporte de plus. C'est sûr qu'il faut vivre avec. Il ne faut pas non plus exagérer. Il y a une tendance à suivre. Mais bon. Alors, je vais donner quelques chiffres importants pour justement comprendre l'usage des réseaux sociaux. Sur 7,357 milliards de personnes dans le monde, on dénombre. C'est énorme, mon cher Sébastien. 3 milliards 715 000 internautes. Ce sont des chiffres assez colossaux. Également, ce chiffre-là, il est intéressant. Sur 2 milliards d'utilisateurs des réseaux sociaux, pratiquement 1 milliard sont actifs sur les mobiles. Ça a vraiment pénétré la sphère privée, notre sphère privée, mais également notre sphère professionnelle. Il y a 1,55 milliard d'utilisateurs pour le réseau social Facebook. Tout ça, ça donne accès plus facilement à la connaissance ou pas ? Pas seulement, attendez, parce que bien sûr, je pense que Marie-Jo va nous dire oui, et je ne vais pas non plus totalement la contredire sur ce point-là, mais enfin quand même. Aujourd'hui, Philippe, vous promenez avec une carte d'identité physique dans la poche, mais vous avez également une carte d'identité numérique. Et ça, on commence seulement à se rendre compte de ce qui se joue à travers ça. Il y a même des phénomènes d'irréputation. On commence à parler de ça parce que c'est vrai que quand on va sur les réseaux sociaux, on laisse énormément d'informations. Alors vous savez, il y a certaines personnes... tout un chacun peut s'interroger dans un cadre ou un autre si on vient chercher votre ADN. Mais vous avez un ADN numérique que vous laissez en permanence. Et celui-là, un jour ou l'autre, vous pouvez quand même vous le reprendre en pleine figure. On parle de cyberharcèlement, je le rappelle quand même. On voit un certain nombre de dérives, j'en parlais tout à l'heure, qui se mettent en place à travers de nouvelles applications, parce qu'on ne maîtrise pas immédiatement tout de suite ces nouveaux phénomènes. Periscope a fait la une avec tout un tas, vous savez, cette manière de mettre en direct des vidéos à partir du smartphone. Il y a ce fameux joueur de foot qui critiquait un petit peu son entraîneur. Il y a même eu quand même un cas de suicide en direct. Ce que je veux dire, bon, bien sûr, ça n'est pas que ça, Periscope, ce n'est pas que ça, ces applications. Mais à un moment donné, il faut vraiment être conscient qu'il y a des règles, à mon avis, si ce n'est à mettre en place, en tout cas vraiment une vraie prudence à mettre en œuvre. Est-ce que, selon vous, Marie-Jo, cela induit également une autre écriture de soi ? Ce qui est intéressant avec le processus des réseaux sociaux et la numérisation de notre vie quotidienne, c'est que nous devenons nous-mêmes acteurs, ou en tout cas producteurs d'un propre contenu d'information, y compris personnel. Est-ce que cela également fait en sorte que notre vie privée, elle est plus mise en scène qu'avant ? Je pense qu'elle est vraiment mise en scène. Je pense que les gens écrivent vraiment leur vie. C'est une véritable écriture, justement, sur Instagram, sur Facebook. Il y a un récit. Il y a un récit qui doit se mettre en place. On n'est pas dans le roman de Catherine Skapp, mais c'est vrai que les gens sont vraiment en train d'écrire le roman de leur vie, de tendre vers une notoriété, c'est une évidence, de collectionner les followers, parce que c'est bien, plus on est suivi et mieux c'est. Et je crois que oui, je crois qu'on met complètement en scène sa vie, avec aussi ses
fausses photos du matin, tout le monde est toujours merveilleux le matin au réveil, etc. Oui, ça, je pense que c'est évident que les gens réécrivent complètement leur vie. Alors après, ils la réécrivent aussi d'une manière parfois tout à fait intéressante, très intellectuelle, en partageant beaucoup de choses, beaucoup de culture, beaucoup de... moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'informations. Sur la connaissance, Sébastien, restons sur ce point-là, parce que c'est peut-être l'un des points forts de la numérisation de la société. Est-ce qu'on n'est pas, évidemment, plus accès librement à un réseau de connaissances beaucoup plus important qu'avant ? De connaissances, vous voulez dire vraiment de recherche. Exactement. Bien évidemment, ça, dire l'inverse serait ridicule. Donc, simplement, qu'est-ce qu'on en fait ? Oui, mais qu'est-ce qu'on en fait ? D'abord, si la connaissance, ça consiste à aller voir une certaine encyclopédie en ligne, elle a largement ses limites parce que malheureusement, tout le monde contribue. Enfin, c'est pas malheureusement, je trouve ça. Plutôt la démarche est intéressante. Mais à un moment donné, il y a aussi des erreurs. Donc attention, il faut croiser les sources. C'est là où je dis qu'il faut aussi apprendre à apprivoiser toutes ces connaissances qui sont mises à notre disposition. Et puis ensuite, vous savez, moi, ces derniers temps, dans la rue, j'ai plutôt croisé des jeunes qui avaient le nez sur le mobile, pas forcément parce qu'ils regardaient je sais pas moi, un reportage en différé ou que sais-je encore. Pokémon Go, vous le dites. Alors Pokémon Go, très intéressant. Je ne vais pas m'amuser à critiquer bêtement cette application de réalité frénésie mondiale, qui a très très bien marché. On utilise effectivement la réalité augmentée, c'est ça le terme. Simplement, à un moment donné, moi j'ai pas la sensation que les gens aient forcément, en étant dans la rue à jouer ensemble à Pokémon Go, davantage développé de liens de convivialité. Alors c'est ça, l'autre question, c'est est-ce que ça permet, ou en tout cas, est-ce que ça donne ça impulse une sorte de rupture dans les relations humaines. On parle de réseaux sociaux. Et paradoxalement, est-ce que ça donne pas... Est-ce que ça fait une rupture ou est-ce que ça tisse quelque chose ? C'est pas évident. Parce que c'est vrai qu'on a aussi eu la possibilité de retrouver des personnes perdues de vue depuis très très longtemps et donc de retisser des réseaux, retisser des liens, reprendre des nouvelles. Et puis, parallèlement, il y a des gens qui se cantonnent un petit peu à une vie virtuelle. Et ça, c'est un petit peu dommage et qui ne sortent plus vraiment. Mais moi, c'est vrai que j'ai retrouvé plus de personnes... Comment ça a basculé, je le sens. Non, j'ai retrouvé plus de personnes qui étaient avec moi au lycée et que j'adorais mais que j'avais totalement perdu de vue, que de gens complètement psychopathes qui sont enfermés devant leur écran. Et donc les informations sont parcimonieuses mais tout à fait passionnantes. Plus belle la vie numérique, c'est notre question. Et je vais vous demander, évidemment, comme chaque soir, d'apporter, de bien résumer votre pensée et d'essayer d'y répondre en 40 secondes. Je sais, c'est le règne de l'instantanéité. Vous y participez. On y participe, évidemment. Le petit chrono va peut-être commencer à s'afficher ici. 40 secondes. Sébastien, c'est avec vous que je commence. Vous avez bien compris que pour moi, la vie numérique n'est pas nécessairement plus belle. Évidemment, des opportunités, secrets, nouvelles. Ça, je ne le contesterai pas. Simplement, qu'est-ce qu'on fait ? Ça n'est jamais qu'un véhicule, ça n'est jamais que des tuyaux qu'on met à notre disposition. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va concrètement en faire ? Je l'ai dit lors de cette émission, je pense qu'il y a quand même un certain nombre de dérives. Ce n'est pas qu'aux parents vis-à-vis des jeunes de se méfier. Tous, maintenant, nous sommes propriétaires, entre guillemets, ou pas tant que ça, finalement, d'une identité totalement virtuelle qu'il faut maîtriser. Puis attention, il y a des nouveaux termes qui apparaissent. Chômage numérique. Eh bien oui, parce que derrière toutes ces logiques, il y a peut-être des métiers avec l'évolution de nouvelles technologies qui vont être appelés à disparaître. Tout ça mérite vraiment d'être pensé de très près. Et dans ce que vous dites, ce qui est fort, c'est aussi la responsabilité individuelle et collective également. C'est ça qui est essentiel. Marie-Jo Harig, oui, qui va opposer ses arguments à ceux de Sébastien. 40 secondes, je le répète. Plus belle la vie numérique, Marie-Jo ? Pour moi, oui. Et chômage numérique peut-être d'un côté, mais dans une île comme la Corse, aussi télétravail. Et donc possibilité de travailler du fin fond de votre village. Donc ça, c'est quand même aussi une chose qui n'a pas de prix. Enfin, il me semble, on n'est plus obligé d'être dans des mégapoles pour travailler. Et ça, c'est quand même une chose qui est vraiment, vraiment géniale. Après, avec tous les fournisseurs d'applications, on a quand même plus de 3 millions d'applications disponibles. Il y en a 165 000 qui sont liées à la santé directement. Il y a des objets connectés qui permettent aussi aux gens qui ont des vies sédentaires, comme un peu nous, de parfois justement compter un peu leurs pas, essayer de se remettre un petit peu en forme parce que les indications sont là. Non, il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses. Et moi, surtout, évidemment, l'information qui me vient des musées du monde entier, j'en suis ravie. Ah ouais, voilà la diffusion de l'information culturelle. Il nous reste encore quelques minutes. Juste pour mon bon plaisir... Vous n'utilisez pas, de manière très différente d'ailleurs, les réseaux sociaux. J'ai dit Sébastien sous forme de boutade. Parce que vous voulez me faire passer pour quelqu'un vivant en sa grotte. Moi, je suis sur Facebook et c'est vrai que j'y retire quand même quelques informations. Voilà, il a un profil. De temps en temps.
Très honnêtement, Marie-Jo, vous les utilisez, les réseaux sociaux, de manière très régulière? Très régulière pour ma profession déjà, pour communiquer. Je trouve que c'est vraiment, vraiment important. Et puis c'est vrai que oui, moi j'y glane beaucoup d'informations. Je ne fais pas partie des 50% des détenteurs de mobiles qui, dès le réveil, se jettent sur leur mobile. 50% des détenteurs de mobiles, dès le réveil, prennent leur mobile en main. C'est incroyable. Hein. Non, ça pas à ce point-là, mais quand même, c'est vrai que je suis assez présente. Et puis je suis les replays pendant le 20h. Bien joué, bien joué. Je le dis aux téléspectateurs, évidemment, on fera une émission sur l'information, le traitement de l'information. Est-ce que les réseaux sociaux brouillent-ils l'information? C'est avec vous et ce sera la semaine prochaine, évidemment. Merci beaucoup à vous deux d'avoir débattu autour de cette question. Plus belle la vie numérique. Et à très vite. Merci à vous de nous avoir suivis. Je rappelle l'ouvrage de notre invitée, Catherine Scapula, Stabat Mater Dolorosa. C'est un roman et c'est aux éditions Écriture. C'est fortement recommandé par toute la rédaction de Pendant le 20h. Je vous dis au revoir. Pendant le 20h, c'est à 20h05 tous les soirs du lundi au vendredi sur France 3 Corse via Stella, évidemment.